L'image du jour, regardez, c'est le PSG à l'entraînement. 10 jours avant la finale contre l'Inter, mais 3 jours avant la finale de la Coupe de France contre Reims. Finale qui s'annonce étonnante, elle aussi, Geoffroy. Ah ben carrément, puisque Reims en fait joue sa finale de Coupe de France entre ces 2 matchs de barrage aller-retour contre Metz. Donc l'entraîneur rémois s'est demandé s'il allait aligner son équipe type. Quant aux Parisiens... Ça veut dire qu'il pourrait y avoir l'équipe B de Reims contre l'équipe type du PSG. Exactement. Comme Luis Enrique a considéré que c'était un match de préparation, il devrait mettre sa grosse équipe, et du coup ça pourrait faire un carnage. Alors les joueurs parisiens, il est toujours amusant, Luis Enrique, quand on le voit comme ça sur sa grue là, pour regarder l'entraînement. Hein, il prend de la hauteur, je trouve ça toujours très intéressant. On le voit, nous, quand on est au stade et quand on commente, prendre de la hauteur de temps en temps, ça permet de voir tous les déplacements quand on commente un match. En tout cas, c'est ce qu'on aime. Donc du coup, quand on est entraîneur, quand on prend de la hauteur, il peut voir tous les déplacements. Et pourquoi pendant les matchs on est au bord de la pelouse alors? C'est comme ça, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Ah, des fois en Angleterre, vous savez, ils prennent de la hauteur un petit peu. Sauf si on est suspendu et qu'on est en tribune. Les joueurs ont évidemment la finale contre l'Inter en tête, finale de la Ligue des Champions, mais pas seulement parce qu'il y a la Coupe de France. Écoutez, Vitinha. On a cette finale dans notre tête, mais première on a la Coupe de France. La Coupe de France aussi une belle compétition qu'on a déjà gagnée, oui, mais c'est la première fois qu'on va jouer. Je parle personnellement que je vais jouer au Stade de France. Tout le monde m'a dit que c'est une grande ambiance, une grande fête aussi. Donc on est concentré sur ça, sur cette grande finale aussi, et on gagne cette finale parce que ça va donner aussi une forme de préparation pour la finale de 31. Vous avez entendu ce qu'il dit, forme de préparation, la finale de Coupe de France. Oui. Luis Enrique dit la même chose, match de préparation. Répétition générale. Mais oui. Finale de Coupe de France. Finale de Coupe de France. Mais les temps changent. Finale étonnante là aussi. Finale de Ligue des Champions à jouer, vous vous rendez compte pour Paris Saint-Germain? La Coupe de France et puis Munich dans 10 jours avec 40 heures de direct sur Canal+. On vous en reparlera. Chaque soir, nous vous proposons déjà le portrait d'un des héros parisiens de la saison. Ce soir, Khvicha Kvaratskhelia. Reportage Antoine Magnan. Un transfert discret, comme le caractère du Géorgien. Arrivé sur la pointe des pieds, accompagné même de doutes après un début de saison mitigé à Naples, Khvicha Kvaratskhelia a rapidement montré qu'il était un joueur de classe mondiale. Il est aujourd'hui un des symboles de l'épopée parisienne. 33 jours après son arrivée, le numéro 7 vit sa première titularisation en Ligue des Champions et se montre déjà décisif. En Ligue des Champions sous le maillot parisien. Mais l'acte de naissance de Khvicha Kvaratskhelia au Paris Saint-Germain intervient à l'occasion de la double confrontation contre Liverpool. 2 grandes soirées européennes où le Géorgien montre l'étendue de son talent. Des occasions à l'appel. De l'autre côté pour Kvara. Oh, des passes presque décisives. Oui, elle est bonne pour Ousmane Dembélé. Et surtout, une activité débordante, y compris défensive. Oui, il a dévié ce ballon. Kvaratskhelia sur sa ligne. Kvara est partout et ça plaît à Luis Enrique, encore interrogé aujourd'hui sur son numéro 7. Eso es uno de los conceptos que creo más difíciles de conseguir porque a un jugador de ataque le tienes que mentalizar y está pensando en atacar. Mentalizarlo para que defienda, eso le cuesta más. Ce qui pouvait le fuir contre Liverpool, le polyvalent ailier parisien le retrouve en quart de finale contre Villa. Un but, et de quelle manière? Le Géorgien qui a réussi à faire reculer son adversaire. La roulette, la frappe fantastique qui claque dans la nuit. Tell us about your goal. It's a magical, wonderful goal. Yeah, it was okay. I didn't remember exactly, but I will check now inside, so I will see if it was quite good. Encore trop modeste en dehors du terrain, le Géorgien offre un nouveau condensé de son talent contre Arsenal. Décisif. Auteur de frappes toujours aussi dangereuses. Et inépuisable
Paris aura besoin de ce Kvaratskhelia-là dans 10 jours pour sa grande finale contre l'Inter. Kvara, la trouvaille de l'hiver? Bien sûr, bien évidemment. Je pense on avait vu le talent qu'il avait, notamment à l'Euro, avec la Géorgie, ce qu'il était capable de faire, notamment de temps en temps avec Naples. Mais on était sceptiques parce qu'il avait eu un début de saison quand même qui était pas bon. Et on se demandait est-ce on allait avoir le bon Kvara ou pas. Au final, quand on voit ce qu'il fait dans les gros matchs, quand on voit à quel point il est précieux dans le système de Luis Enrique, un système offensif mais aussi défensif, je pense que c'est plus qu'une très belle trouvaille. Oui, parce que grand attaquant, mais défensivement, Geoffroy, c'est impressionnant. C'est ça, il est très complet. On va vous montrer sa heat map, sa zone d'activité de chaleur lors du match retour contre... Il était plus en défense qu'en attaque. Arsenal. Regardez, le sens du jeu, c'est donc vers le haut. Sa zone d'activité principale, c'est latéral gauche. Et on l'a vu ça sur tous les matchs de Ligue des Champions. Rappelez-vous, à Liverpool, le retour à Anfield, ses replis défensifs extraordinaires. Pareil contre Aston Villa. C'est le joueur qui a changé la saison du PSG, je le dis clairement, parce que Paris est devenu vraiment complet, très bon, fin janvier, au moment de son arrivée. Vous avez une stat à nous montrer en plus? C'est le meilleur, figurez-vous, que de tous les attaquants de la Ligue des Champions qui ont disputé les barrages et la phase d'élimination directe, c'est celui qui a récupéré le plus de ballons. Alors, regardez, 26 ballons récupérés. Il n'y a pas un joueur en Europe offensif qui a fait mieux depuis le début de la phase d'élimination directe de la Ligue des Champions. Jessica, vous qui étiez défenseur, vous l'avez palettisé avec Maël Chrétien. Oui, et je peux vous dire que moi qui étais défenseur et latéral, d'avoir un milieu offensif comme ça devant moi, c'est un régal. Quand on est latéral, de voir un milieu défensif qui fait des efforts, qui vient faire des prises à deux, comme là on peut voir, il vient régulièrement faire des prises à deux, il vient gérer. On est rarement en 1 contre 2, parce que parfois quand on est latéral, on se retrouve avec le latéral opposé, le latéral adverse qui monte, et puis on se retrouve en 1 contre 2. Là, en fait, il vient toujours défendre, il vient faire l'effort défensif, il est toujours là dans les courses. Il est très difficilement éliminable parce qu'il est là, il est présent, il est sur ses appuis, il suit. Là, on voit, il suit la course. On a beaucoup d'attaquants, de joueurs offensifs qui vont faire l'effort sur 3-4 mètres et puis après qui lâchent. Lui, il lâche pas. Il fait les efforts sur 3-4 mètres. Mais ensuite, il est là au combat, il est là sur les coups de pied arrêtés comme là au second poteau. Après, tout de suite, il a le geste pour venir faire ce qu'il faut pour pouvoir permettre à Paris de partir en contre-attaque. En fait, il est toujours présent. Il est toujours dans le travail défensif pour aider le collectif. C'est un vrai joueur collectif. On a dit de cette équipe de Luis Enrique que c'était un vrai collectif cette saison. Mais en fait, c'est prouvé par ça, par ces 24 joueurs. stars, il a dit j'ai 24 stars avec moi. C'est prouvé par qui? Par quoi? Par ces joueurs offensifs. Je pense à Dembélé, je pense à Barcola, je pense à Doué et à Kvara qui sont capables de faire l'effort pour le collectif. C'est ça la vraie différence du Paris. On va dire que le numéro 7 de la saison passée défendait un peu moins. Beaucoup moins, on va dire. Quel était son nom? Rappelez-nous. Il marquait plus de buts, cela dit. Et juste une chose, Kvara connaît très très bien l'Inter, pour l'avoir souvent défié avec le Napoli lorsqu'il a été champion, notamment en 2023. On va en parler de l'Inter. Didier Deschamps était donc en conférence de presse aujourd'hui et un de nos confrères lui a posé la question qui fâche. Est-ce qu'en tant que premier capitaine français à avoir soulevé la C1, ça me rajeunit, ça. Tu es au soutien quand même du Paris Saint-Germain pour le foot français en général, ou est-ce que l'ancien Marseillais que tu es verrait pas forcément d'un mauvais œil le succès de l'Inter? Vous n'êtes pas sérieux, non? Vous me posez une question comme ça, quoi. Ça, il faut la passer, il faut la poser à quelqu'un au Vieux-Port ou comme ça, vous êtes sûr de la réponse. Moi, je suis sélectionneur et il y a une équipe française, même si j'ai un passé marseillais, mais ça me paraît tellement évident déjà de me poser la question, vous ne devriez même pas me la poser, évidemment, que même si j'ai 2 joueurs qui sont concernés, Benjamin et Marcus avec l'Inter, je vais dire non parce que moi je suis pas à ce niveau-là, sincèrement, quoi. Donc évidemment que ce serait la meilleure des choses pour le football français. Vous comprenez son énervement? Mais carrément, déjà, je ne supporte pas le tutoiement pour... Il répond en vous voyant d'ailleurs. Bien sûr, évidemment, c'est un manque de respect. Je ne critique pas mes confrères en général, mais là, je pense que c'est notable. Et puis, c'est tellement évident que le sélectionneur de l'équipe de France supporte tous les clubs français en Coupe d'Europe, marseillais ou pas. Il a joué à Nantes, il a joué, peu importe. Ça coulait de source. Et tant pis pour Thuram et Pavard. C'est ce qu'a dit Didier Deschamps. Oui, tant pis. C'est normal. Tant pis. Ces joueurs jouent à l'étranger, il a des joueurs à l'étranger, mais ça reste une équipe française qui est en finale de Ligue des Champions. Donc c'est normal que le sélectionneur français quand même soit pour l'équipe française. On referme cette page PSG Inter. Bienvenue dans votre rendez-vous Actu Foot et Mercato.
Le championnat de France a rendu son verdict, avec des enjeux jusqu'à la dernière seconde. Et pendant que certains bouclent leur saison, les coulisses du football européen s'activent déjà pour préparer la saison prochaine. Débrief, analyse, révélation, c'est parti. On commence tout de suite avec notre champion de France, le Paris Saint-Germain, qui, même le titre en poche, ne lève pas le pied et pense déjà aux grandes échéances à venir. Et leur entraîneur, Luis Enrique, envoie des messages clairs. Le Paris Saint-Germain a terminé sa campagne de Ligue 1 en beauté. Samedi soir, au Parc des Princes, le club de la capitale a disposé d'Auxerre sur le score de 3-1. Une victoire qui a permis aux Rouges et Bleus de clôturer magnifiquement cette saison de championnat avant de célébrer leur 13e titre de champion de France de l'histoire du club. Mais l'esprit est déjà tourné vers les prochaines finales. Le PSG a 2 rendez-vous majeurs, la Coupe de France le 24 mai contre Reims à Saint-Denis et surtout la finale de la Ligue des Champions le 31 mai à Munich où ils affronteront l'Inter. En conférence de presse, l'entraîneur parisien Luis Enrique est revenu sur le match contre Auxerre. Il a confié qu'avec l'expérience, il savait que ce type de match, après avoir assuré le titre, était souvent compliqué. Auxerre est venu jouer son jeu. Interrogé sur le fait d'avoir retiré des joueurs qui pouvaient viser des récompenses individuelles, comme le titre de meilleur buteur pour Ousmane Dembélé ou meilleur passeur pour Bradley Barcola, Luis Enrique a été limpide. Il n'y a pas pensé à ce moment-là. Il a souligné que Bradley Barcola n'a finalement pas remporté le trophée de meilleur passeur. Cherki l'a devancé d'une passe décisive. Tandis qu'Ousmane Dembélé a bien terminé meilleur buteur, mais de justesse. Même nombre de buts que Mason Greenwood, mais avec moins de pénalty. Pour le coach espagnol, la grandeur de cette équipe parisienne réside dans le fait que l'objectif prioritaire, l'objectif collectif en tant qu'équipe, se situe au-dessus de l'individu. Bien sûr, si sur le chemin, il est possible d'obtenir des prix individuels, l'équipe les accepte, les souhaite et lutte pour eux. Mais pour lui, une véritable équipe se construit lorsque les joueurs pensent davantage à l'équipe qu'à eux-mêmes. Il estime qu'Ousmane Dembélé et Bradley Barcola ont été très généreux et ont clairement pensé à l'équipe lors de ce match. Luis Enrique a également évoqué l'importance du temps de jeu. Il a pensé simplement à l'importance des minutes jouées ce soir-là, mais aussi pour ceux qui ne sont pas entrés. Quand les joueurs qui ont eu moins de temps de jeu ont l'occasion de jouer, ils doivent en tenir compte. Pour lui, c'est cette mentalité qui aide l'équipe à rester à un haut niveau. Il n'a aucun doute que l'équipe arrivera dans de très bonnes conditions pour les finales. La majorité des joueurs qui ont commencé le match contre Auxerre ont eu droit à 10 minutes de repos. Face à l'imminence des finales, la question de la pression est centrale. Luis Enrique est catégorique. Pour écrire de l'histoire, on doit supporter la pression. Si l'équipe n'arrive pas à supporter cette pression, elle n'écrira pas l'histoire. Il a ajouté que lorsqu'il y a 2 équipes en finale, l'une sera très heureuse et l'autre très triste. Le PSG espère écrire l'histoire, supporter cette pression qu'il trouve très jolie et donner une joie historique à ses fans. Concernant le 11 de départ pour la finale de la Ligue des Champions, l'entraîneur parisien a semé le doute. Il n'y a jamais rien de certain. Il a notamment cité Seny Mayulu, qu'il a vu à un niveau très élevé lors du dernier match. Il a avoué adorer ce joueur. Pour Luis Enrique, un entraînement permet d'obtenir un poste. Il se décrit comme un entraîneur atypique dans ce sens. Si un joueur flotte et vole, court à 200 km/h d'avant en arrière, et ensuite a confiance avec le ballon, fait des passes décisives, met des buts, il en tient compte, ainsi que des besoins de l'équipe. Il y a beaucoup de joueurs comme Seny, et c'est ce qu'il veut voir à l'entraînement. Il a répété qu'il est très difficile d'être un joueur du Paris Saint-Germain, une équipe de haut niveau, et que rien n'est déterminé. Enfin, Luis Enrique a dit ce qui lui plaisait chez le joueur Kvaratskhelia, Kvara, auteur d'un doublé samedi. Il a révélé qu'ils aimaient déjà ce joueur la saison dernière, mais que son arrivée n'avait pas pu se concrétiser. L'été dernier non plus. Il a souligné que Kvaratskhelia a eu l'intelligence et l'humilité suffisantes pour s'adapter à tout ce que nous demandons en attaque et en défense. Il a rappelé que les attaquants du PSG ne sont pas seulement des attaquants. Ces performances renforcent l'objectif du club, remporter toutes les compétitions dans lesquelles ils sont engagés. Des propos ambitieux et une préparation intense pour le PSG avant ces 2 grandes finales. Affaire à suivre de très près. On passe maintenant du côté de la Méditerranée, à Marseille, où l'entraîneur Roberto De Zerbi a fait le bilan de sa première saison et abordé la question de son avenir. L'Olympique de Marseille a terminé sa saison de Ligue 1 en tant que solide dauphin du PSG. Une saison qui s'est conclue samedi soir par une victoire 4-2 face à Rennes au Vélodrome. Ce résultat permet à l'OM de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Après le match, le technicien italien Roberto De Zerbi a fait le point sur sa première année à la tête du club phocéen.
Et concernant son avenir, il s'est montré assez clair tout en ouvrant la porte à des discussions. Roberto De Zerbi a affirmé que sa volonté de rester est là, à 100%. Cependant, il a répété à plusieurs reprises qu'il devait avoir une discussion avec sa direction pour analyser la saison qui vient de se terminer et préparer la prochaine. Il a confié être très fatigué après une saison difficile, mais il sait qu'après 5 jours, le football lui manquera. Il a insisté sur la nécessité de parler avec le club. Il a déclaré « Ils doivent bien regarder, bien analyser cette saison, les choses que j'ai ratées, parce qu'il y en a, et celles qui ne sont pas allées bien. Il faudra ensuite faire un programme pour l'avenir. » De Zerbi a soulevé un point important. Il est venu à l'OM alors que le club n'était pas en Ligue des Champions. Il a donc demandé de manière rhétorique s'il partirait maintenant qu'il y a la Ligue des Champions. L'entraîneur italien a reconnu aimer le bazar, les polémiques, toute cette ambiance marseillaise. Mais selon lui, il faut discuter de la manière dont la saison s'est déroulée. Il y a sans doute des choses qui n'ont pas plu au club, et d'autres qui ne m'ont pas plu non plus, a déclaré l'entraîneur italien. Il a tenu à préciser qu'il ne veut pas partir de sa propre initiative et qu'il n'a pas de contact avec d'autres clubs. Mais il faut voir ce qu'a été la saison et ce que sera la prochaine. Pour lui, ce sont des choses normales, qui se font partout. Parmi les points à éclaircir lors de ces discussions, il y a notamment le mercato de l'été prochain. Il a indiqué que c'est une partie de ces choses à discuter, mais que ce n'est pas une question de tel joueur ou de telle somme. Simplement, il faut parler de choses qui doivent être réglées et discutées pour avancer mieux. Roberto De Zerbi a conclu en affirmant que, pour l'OM cette saison, la qualification pour la Ligue des Champions était au-delà de tout, mais que maintenant, il faut faire un pas de côté, analyser ce qui n'a pas été et les choses qui ne m'ont pas plu. Des propos qui maintiennent un certain suspense quant à son avenir, malgré une volonté de rester affiché. Le mot d'ordre à Marseille semble être discussion avant de se projeter pleinement. On attendra donc les prochains jours pour en savoir plus sur la décision finale concernant Roberto De Zerbi. Restons en Ligue 1 mais pour un rapide coup de projecteur sur les classements individuels de cette saison, car la dernière journée a été décisive. Les récompenses individuelles ont été attribuées après la 34e et dernière journée de Ligue 1. Et cette saison 2024-2025, le titre de meilleur buteur change de main, mais reste à Paris. Ousmane Dembélé succède à Kylian Mbappé comme meilleur buteur du championnat de France. Une couronne qui reste au PSG, puisque 12 des 13 derniers lauréats évoluaient à Paris. Pour Dembélé, c'est une première dans sa carrière. Il a bouclé sa saison en Ligue 1 avec un total de 21 réalisations. Il termine avec le même nombre de buts que l'attaquant anglais de l'OM, Mason Greenwood, mais en ayant marqué moins de pénaltys. Du côté des passeurs, le suspense a duré jusqu'au bout. 2 joueurs étaient à égalité avant l'ultime journée avec 10 passes décisives chacun. Le Lyonnais Ryan Cherki et le Parisien Bradley Barcola. C'est finalement Ryan Cherki qui remporte le titre de meilleur passeur en ajoutant une 11e passe à sa collection samedi lors de la victoire de Lyon face à Angers, 2-0. Une passe décisive pour un autre partant, Alexandre Lacazette. C'est un beau cadeau d'adieu pour le futur ex-lyonnais. Ryan Cherki succède ainsi à 3 Parisiens au palmarès, Kylian Mbappé, Lionel Messi et un certain Ousmane Dembélé. Félicitations à Ousmane Dembélé et Ryan Cherki pour ces titres individuels. Le mercato n'attend pas la fin des championnats, et certains mouvements font déjà parler, notamment un transfert qui, même s'il a eu lieu l'été dernier, continue de faire réagir un ancien coéquipier. On le sait, la rivalité entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille est l'une des plus fortes du football. Et les passages d'un club à l'autre sont rares, voire impensables pour de nombreux joueurs et supporters. C'est dans ce contexte que l'ancien défenseur central du PSG, Thiago Silva, actuellement à Fluminense, a fustigé le choix d'Adrien Rabiot de rejoindre l'Olympique de Marseille. Dans une interview publiée dimanche par le média Carré, le Brésilien est revenu sur ce transfert qui a eu lieu à l'été 2024. Thiago Silva a exprimé un goût amer et a critiqué la signature de son ancien coéquipier. Il a rappelé qu'Adrien Rabiot aurait pu être mieux avec nous, au PSG, mais qu'il a pris la décision de partir. Surtout, il estime que Rabiot n'est pas très bien sorti du club, qui était pourtant son club formateur. Et ce qui semble le plus choquer Thiago Silva, c'est le retour de Rabiot en France pour jouer avec le plus grand rival du PSG. Il concède que c'est un choix personnel qui est propre à chacun. Mais il a joué 7 saisons sous les couleurs parisiennes, toutes aux côtés de Thiago Silva. Mais ça me touche beaucoup de voir Adrien Rabiot, un petit du PSG avec le maillot de Marseille, a confié Thiago Silva. Il a tenu à préciser qu'il n'a rien contre Marseille, mais a ajouté qu'à l'inverse, un joueur de Marseille ne signera pas au PSG, 80% ne vont pas l'accepter.
Thiago Silva n'en reste pas moins élogieux envers les qualités du joueur. Il a affirmé que Rabiot est un très bon joueur et que pour le PSG, il était magnifique. Il sait qu'avec sa qualité, Rabiot aurait pu faire beaucoup sous le maillot du Paris Saint-Germain. Alors, le voir partir avec Marseille, pour moi c'est choquant, a conclu le septuple champion de France avec le club de la capitale. Pour rappel, Adrien Rabiot est lié au club phocéen jusqu'en juin 2026. Il disputera la Ligue des Champions la saison prochaine avec l'OM, après que le club a terminé à la 2e position en Ligue 1 cette saison. Une réaction forte de Thiago Silva qui témoigne de l'importance de la rivalité entre ces deux clubs pour les joueurs qui y sont passés. D'autres réactions virulentes ont fait l'actualité ce week-end, notamment celle d'une figure historique du football français suite à une relégation marquante. C'est l'une des mauvaises nouvelles de cette fin de saison en Ligue 1. L'AS Saint-Étienne évoluera la saison prochaine en Ligue 2. La relégation des Verts a été officialisée samedi après leur défaite à domicile face à Toulouse, 2-3, lors de la dernière journée de championnat à Geoffroy Guichard. Un retour à l'échelon inférieur seulement 1 an après avoir retrouvé l'élite. Cette situation est particulièrement douloureuse pour Jean-Michel Larquet, figure emblématique du club forésien où il a joué 402 matchs entre 1966 et 1977 et qui reste très attaché à la SSE, qui termine 17e. Interrogé par RMC Sport, Jean-Michel Larquet n'a pas mâché ses mots. Il a confié aller mal, très mal. Il se sent partagé entre les sentiments de colère et tristesse. Il a expliqué qu'il avait vécu le retour en Ligue 1 comme une délivrance et a désormais l'impression de redescendre aux enfers. Surnommé capitaine Larquet, l'ancien international s'attendait cependant à cette plongée en raison de l'incompétence, selon lui, de la nouvelle actionnaire. Il a vivement critiqué l'actionnaire en déclarant « Quand quelqu'un te dit « c'est pas grave pour une descente en Ligue 2 », il ne regarde que son nombril, ce monsieur. Il trouve cela triste, car les supporters stéphanois se saignent les veines pour assister au match. Pour lui, considérer que ce n'est pas grave est catastrophique. Mais la tête du club n'est pas la seule responsable de ce qu'il considère comme un naufrage. La cellule de recrutement n'a pas échappé à ces critiques violentes. Larquet l'a qualifié de « bande de fainéants ». Il a ajouté qu'ils ont recruté 10 joueurs, mais que seulement 2 d'entre eux étaient sur le terrain samedi. Il estime que cette cellule pense d'abord à faire des plus-values plutôt qu'à former une bonne équipe. Il a cité l'exemple de Matissa Mougou, un bon joueur issu du centre de formation transféré à Chelsea. Il a accusé cette cellule de sucer le sang de l'AS Saint-Étienne avant de partir. Il a en revanche épargné les joueurs et les supporters de ces critiques. Face à cette déception et cette colère, Ivan Gazidis, le président exécutif de la SSE, a appelé à l'union sacrée des supporters samedi soir. Il a promis que le projet de l'actionnaire n'était pas remis en cause malgré la tempête. Il a demandé aux supporters de continuer à croire en nous, reconnaissant que c'est dur, surtout ce soir-là, mais assurant qu'ils ressentent la même chose et comprennent les supporters. L'objectif est de transformer le club en quelque chose dont ils pourront être fiers. La relégation de la SSE provoque des réactions fortes, mais la direction appelle à l'unité pour rebâtir. Après une saison pleine de rebondissements, la dernière journée de Ligue 1 a été particulièrement intense, marquée par des dénouements incroyables et des adieux mémorables. Un vrai spectacle pour les passionnés de football, mais aussi un moment de tension pour certains clubs, en lutte pour leur survie. C'est dans ce contexte tendu que le multiplex de la 34e et dernière journée de Ligue 1 a livré son verdict. Si certains ont su saisir leur chance, d'autres ont vu leurs rêves s'effondrer. Alors, quels ont été les moments forts et les déceptions de cette journée décisive ? Voici le top et le flop selon notre rédaction. Dans les tops, on retient d'abord le miracle pour le Havre. Mené à 2 reprises dans ce match crucial pour le maintien face à Strasbourg, le Havre a renversé la situation à la Meyno et a officialisé son maintien en Ligue 1. Le dénouement est incroyable, avec un pénalty obtenu et transformé à la 99e minute de jeu par Abdoulaye Touré d'une splendide Panenka. Grand vainqueur de cette soirée, les Havrais terminent 16e du classement. Cette victoire a des conséquences directes. Elle envoie Reims en barrage contre Metz et prive Strasbourg de compétition européenne la saison prochaine. Autre top de cette journée, les adieux réussis d'Alexandre Lacazette. Au Parc OL, tous les regards étaient braqués sur la dernière apparition du capitaine lyonnais sous ce maillot. Et il n'a pas manqué ses adieux, inscrivant lui-même les 2 buts de son équipe lors de la victoire 2-0 face à Angers. D'abord buteur sur pénalty, 55e, il a doublé la mise sur un service parfait de Ryan Cherki, 72e. Des buts qui lui permettent d'atteindre la barre symbolique des 201 réalisations avec l'OL. Décisif une dernière fois avec son club formateur, le joueur de 33 ans
a reçu une vibrante standing ovation au moment de quitter la pelouse à la 80e minute. Ses coéquipiers lui ont réservé une magnifique haie d'honneur, une image forte de cette dernière journée. Cette victoire permet aussi à l'OL de dépasser Strasbourg au classement et d'assurer sa qualification en Coupe d'Europe. Pour l'instant en barrage de la Ligue Europa Conférence, Lyon pourrait être reversé en Ligue Europa si le PSG remporte la Coupe de France face à Reims. Passons au flop de cette journée, et le plus marquant est sans doute la chute de l'AS Saint-Étienne en Ligue 2. Longtemps au bord du gouffre en cette fin de saison, les Verts n'ont pas réussi à s'accrocher et retombent en Ligue 2 après une ultime défaite à domicile, 2-3, contre Toulouse. Ils ont connu un début de match catastrophique, se retrouvant menés de 2 buts après seulement 20 minutes de jeu. Malgré 2 réductions du score, les hommes d'Orneland n'ont jamais véritablement inquiété les Violets et perdent pour la 20e fois de la saison. La SSE fait son retour en Ligue 2 un an seulement après l'avoir quitté. Cette défaite de Strasbourg face au Havre est également un flop important de la journée. Le club alsacien a manqué de maîtrise dans un match complètement fou et s'est incliné au bout du suspense, craquant sur le pénalty havrais à la 99e minute. Longtemps en course pour arracher une place inattendue en Ligue des Champions en 2025, Strasbourg se retrouve finalement privé de toute compétition européenne pour le moment. Ils peuvent seulement espérer être repêchés en barrage de Ligue Europa Conférence si le PSG remporte la Coupe de France. Pas franchement l'épilogue rêvé. Une fin de championnat pleine de rebondissements, avec des joies immenses et de grandes déceptions. Et malheureusement pour l'un des héros de la soirée lyonnaise, la fin de match a été doublement marquante, et pas seulement sur le terrain. Alors qu'il faisait ses adieux de rêve au Parc OL, en inscrivant un doublé, l'attaquant lyonnais Alexandre Lacazette a également été victime d'un incident regrettable hors du terrain. Selon une source policière confirmée dimanche, le domicile d'un footballeur de l'Olympique lyonnais a été cambriolé samedi soir. Les faits se sont déroulés pendant la dernière journée du championnat de Ligue 1. D'après cette source, 50 000 € en numéraire et des produits de luxe ont été dérobés. Le domicile en question, qui serait celui d'Alexandre Lacazette selon l'équipe, est situé dans un quartier résidentiel du 5e arrondissement de Lyon. Il a été visité en l'absence du joueur, dont l'équipe recevait Angers, 2-0. L'alarme s'est déclenchée vers 21h30. Les images de surveillance ont montré 3 individus s'introduisant dans les lieux par les gaines de ventilation. Outre l'argent liquide, de la maroquinerie et la clé d'un véhicule de luxe ont été volés. C'est la police nationale qui a été saisie de l'enquête. Pour rappel, l'OL a remporté son match samedi soir 2-0 contre Angers grâce à un doublé de son buteur fétiche. Le club a terminé la saison à la 6e place du championnat de France. Une triste nouvelle pour Alexandre Lacazette, après une soirée pourtant riche en émotions sur le plan sportif. Enfin, pour terminer notre tour d'horizon de l'actualité footballistique, un autre incident lié à la journée de lutte contre l'homophobie a fait parler ce week-end. La journée de lutte contre l'homophobie en Ligue 1 a une nouvelle fois suscité des réactions et des polémiques. Après le refus très médiatisé du Nantais Mostafa Mohamed de jouer le week-end précédent pour des raisons liées à sa foi et ses origines, un autre joueur a marqué sa désapprobation cette semaine, le Serbe de l'OL, Nemanja Matic. Présent sur la pelouse du Groupama Stadium samedi soir pour le match Lyon-Angers, crucial pour l'avenir européen de son club, Nemanja Matic a trouvé une autre manière de manifester son opposition. Il a tout simplement dissimulé le logo de la lutte contre l'homophobie. Contrairement à Mostafa Mohamed, Nemanja Matic n'a pas souhaité handicaper son équipe en refusant d'être aligné. Le triple champion d'Angleterre avec Chelsea était bien titulaire, mais il a pris soin de coller un sparadrap sur la manche droite de son maillot pour cacher le logo symbolisant cet engagement du football français. L'image montre cependant que le slogan « homophobie », barré d'un trait rouge, juste au-dessus, était lui bien visible. Ce geste n'est pas sans rappeler un précédent. L'an passé, un autre joueur de Ligue 1, Mohamed Kamara, AS Monaco, avait déjà décidé de masquer ce logo avec du scotch. Il avait été sanctionné par la commission de discipline de la LFP d'une suspension de 4 matchs. Une sanction considérée plutôt clémente, car il aurait pu écoper jusqu'à 10 matchs selon le barème de la Fédération française de football. Mohamed Kamara avait d'ailleurs refusé toutes les propositions d'action de sensibilisation pour obtenir une sanction plus légère. Nemanja Matic, qui pourrait quitter l'OL à l'issue de la saison, sait donc à quoi il s'expose dans les prochains jours de la part des instances disciplinaires. Une affaire qui, une nouvelle fois, met en lumière les tensions autour de cette journée de sensibilisation. C'est la fin de cette édition de votre journal des transferts et de l'actualité foot. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe vous souhaite une excellente soirée et vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles informations mercato et football.